Le 12 octobre 2025, une colonne de blindés fendit les plaines de l'Est, suivie d'un ruban de camions qui avalaient la poussière et les kilomètres. 100 véhicules chargés de carburant, de vivres et de médicaments avançaient comme une artère mécanique, pendant que 60 000 vies retenaient leur souffle à l'extrémité du trajet. Comment un convoi, conçu sous la doctrine de mobilité d'Ibrahim Traoré, a-t-il transformé une route maudite en ligne de ravitaillement capable de réanimer des villes entières et d'apaiser des années de silence armé? Si cette route peut battre de nouveau, que dit ce pouls retrouvé de la souveraineté que beaucoup pensaient irrécupérable? Ce récit n'est pas seulement celui d'une victoire militaire, mais celui d'un pays qui a décidé de ne plus dépendre de la peur. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a reformulé son principe de sécurité. Protéger les routes, c'est protéger la nation. Cette idée simple, testée sur les 90 km du corridor de Bogan-Mani, a redonné souffle à un territoire que l'on croyait condamné à l'isolement. L'enjeu dépasse les cartes et les statistiques. Il s'agit de savoir si une nation privée d'oxygène logistique peut renaître sans aide étrangère. Dans chaque tonne de vivres livrés, dans chaque moteur redémarré, c'est la preuve que la souveraineté n'est pas une promesse abstraite, mais un acte répété. Car, derrière les chiffres et les doctrines, il y a des hommes et des femmes qui croient que marcher ensemble sur la même route vaut plus qu'attendre des sauveurs venus d'ailleurs. C'est cette foi-là, forgée dans la chaleur et la poussière, qui déterminera si le pari de Traoré est une lueur passagère ou le signal d'une ère nouvelle. Dès l'aube du 12 octobre 2025, une ligne d'acier de 90 km s'est mise en marche vers l'est du Burkina Faso. Plus de 100 camions, escortés par le 19e bataillon d'intervention rapide, transportaient carburant, vivres et médicaments. Cette opération, appelée Bogan-Mani, avait pour objectif de rouvrir un axe vital coupé depuis des années par la terreur. La révélation ? En moins de 36 heures, les soldats ont franchi chaque obstacle sans perdre un seul homme. 5 engins explosifs improvisés furent détectés, neutralisés et contournés. Aucun convoi étranger, aucun soutien aérien n'était venu appuyer leur progression. Ce résultat n'était pas un hasard. Il découlait d'une doctrine imaginée par Ibrahim Traoré, la sécurité par la mobilité. Plutôt que d'occuper des territoires fragiles, il choisit de les relier. Reprendre les routes, c'était rendre aux populations leur liberté de circuler, de commercer, de respirer. Autour de Serba, le long de la route de Mani, des villages entiers avaient disparu dans le silence. Les écoles étaient fermées, les puits asséchés, les marchés déserts. Ce corridor, autrefois poumon économique, n'était plus qu'une cicatrice dans le sable. Lorsque les premiers camions reparurent couverts de poussière et de soleil, les habitants crurent d'abord à un mirage. Mais la poussière soulevée par les roues était bien réelle. Chaque mètre gagné devenait une victoire symbolique, celle d'un État qui osait revenir par ses propres moyens. Les drones suivaient la progression, mais les décisions venaient du sol. Lynx, le capitaine en tête du convoi, marchait lui-même sur la piste, transformant la peur en discipline, la fatigue en certitude. À travers la chaleur étouffante, ces hommes prouvèrent que la souveraineté n'est pas décrétée. Elle se conquiert pas à pas, parfois au prix du silence et de la sueur. Au cœur de cette épopée mécanique, les visages se confondent avec la poussière. Le capitaine Lynx, figure discrète et inflexible, devint le symbole de la méthode Ibrahim Traoré, un commandement au sol, sans distance entre le chef et ses hommes. Il marchait en tête, refusant de se cacher derrière les blindés ou les écrans. Ses pas traçaient la route que d'autres hésitaient encore à emprunter. Autour de lui, chaque soldat portait un fragment de la nation. Un mécanicien répétait « La route est vivante, elle nous écoute ». Un ingénieur murmurait, détecteur à la main, que chaque pierre pouvait cacher une mort programmée. Mais la discipline, cette autre forme du courage, tenait l'ensemble. Respirer lentement, avancer sans précipitation,
accepter que le danger soit partout et pourtant continuer. À la tombée du jour, quand la lumière se couchait sur Serba, des familles sortirent de leurs abris pour voir passer le convoi. Une mère leva son enfant au-dessus de la tête, comme pour le présenter à la sécurité revenue. Un vieil homme pleura silencieusement. Il n'avait plus vu l'armée depuis des années. Ce moment, plus que les détonations ou les ordres, marqua le véritable tournant. L'opération prouvait que la doctrine de Traoré n'était pas qu'un schéma militaire. Elle touchait la chair du pays. Redonner aux civils la confiance, c'était reconstruire la République avant même la victoire. Et dans les regards fatigués de ces soldats, on devinait déjà la réponse à la question qu'ils n'osaient pas formuler. Oui, le pays pouvait revivre. L'aube du deuxième jour s'étira sur les plaines de Serba comme un rideau de feu. Le convoi reprit sa marche, 100 camions alignés comme des vertèbres d'un même corps. Les moteurs grognaient à l'unisson. La poussière formait un nuage dense qui avalait l'horizon. Au centre du dispositif, le capitaine Lynx surveillait les communications, sa voix brève et calme traversant les radios saturées. Il répétait sans cesse « Chaque ombre est une question. Chaque question peut tuer. » À 10 kilomètres du départ, les détecteurs sonnèrent sous un amas de pierres. Les sapeurs découvrirent la première charge, une IED enfouie profondément, reliée à un détonateur artisanal. La procédure fut instantanée. Déploiement du drone au sol, désactivation contrôlée, reprise de la colonne. 10 minutes plus tard, la route vibrait à nouveau sous les roues. Dans les véhicules, le silence régnait. Certains soldats priaient à voix basse. D'autres fixaient la route, les doigts crispés sur leurs armes. La peur, ici, était une compagne familière qu'on apprenait à apprivoiser. Plus loin, une scène inattendue brisa la tension. Une famille bloquée par une panne. Un père épuisé agitait un morceau de tissu blanc, implorant de l'aide. Lynx ordonna l'arrêt complet. Décision risquée. Contre le protocole, il descendit seul. Il s'approcha lentement, vérifia la zone, puis fit signe à ses hommes. « Remorquez-les, personne ne reste derrière. » Les soldats accrochèrent des câbles d'acier, tractèrent le camion civil 2 kilomètres plus loin, jusqu'à la sécurité du convoi. Ce geste, simple en apparence, devint un symbole. La frontière entre armée et population s'effaçait. Vers midi, la chaleur devint insupportable. L'air tremblait à plus de 43 degrés. La mécanique gémissait sous la contrainte. Les pneus fondaient presque sur le bitume. Pourtant, la colonne tenait son rythme. 25 km à l'heure. Pas plus, pas moins. À mi-chemin, un drone repéra 2 silhouettes sur la crête. L'ordre tomba. Halte. Les fusils se levèrent, assis, les doigts sur la détente. Ce n'étaient même pas des assaillants, mais 2 villageois portant de l'eau. Ils annoncèrent que les groupes armés avaient fui, effrayés par les bêtes d'assassiers venus du sud. Le message circula rapidement, allégeant les visages tendus. La nuit suivante, le ciel se ferma sur eux. Silence absolu, étoiles figées. Puis, une rumeur dans la radio. Mouvements à l'est. Lynx leva la main. Les projecteurs s'éteignirent. Les mitrailleuses pivotèrent. Une quinzaine d'hommes approchaient, armés, rapides. L'embuscade éclata. 17 minutes de chaos pur. Rafales, grenades, lumière, poussière. Le camp se transforma en forteresse. Les équipes ripostèrent avec une précision glaciale. Lynx, debout sur un camion, dirigeait le feu. « À gauche, 2 sur la crête. Gardez les distances. » Oh ! Une explosion secoua le sol. Un soldat tomba. Il le traîna lui-même derrière un véhicule. Quand tout se tut, aucun homme du convoi n'était tombé. Le matin suivant, ils reprirent la route. Sur les collines gisaient des silhouettes sans uniforme, trop jeunes pour être des ennemis véritables. Lynx ôta une bande de tissu d'un bras inerte, un simple symbole, pas un drapeau. Il murmura, ils ne combattaient pas, ils avertissaient. À ce moment-là,
Le convoi comprit que la victoire la plus difficile ne serait pas contre les armes, mais contre l'oubli. La mission se poursuivit jusqu'au crépuscule, et quand les premiers chants des villages parvinrent du lointain, chaque soldat sut qu'il n'avançait plus seulement pour la sécurité, mais pour la dignité. Lorsque la poussière retomba sur le corridor de Bogan-Mani, les chiffres commencèrent à parler. Froidement, clairement, comme les témoins d'une vérité qu'aucune rhétorique ne pouvait travestir. En 36 heures, les 90 kilomètres de route furent sécurisés sans pertes humaines. 5 engins explosifs furent neutralisés avant d'exploser grâce à une combinaison de drones terrestres et de capteurs manuels. Et, surtout, plus de 60 000 civils retrouvèrent un accès immédiat à la nourriture, à l'eau et aux soins. Ces données, publiées par les unités logistiques, marquaient le succès total d'une opération menée sans aide étrangère. Ce delta, de la peur à la circulation, illustre la doctrine d'Ibrahim Traoré. Mesurer la puissance non par le territoire occupé, mais par la mobilité retrouvée. Avant l'intervention, la région de Serba enregistrait à peine 15% de sa capacité de distribution humanitaire. 3 semaines plus tard, ce taux dépassait 78%, selon les rapports croisés des ONG locales. L'écart n'était pas qu'un indicateur de logistique. Il révélait un basculement de souveraineté. Les convoyeurs militaires avaient acheminé 420 tonnes de ravitaillement, dont 60 furent livrés dans des zones considérées comme inaccessibles. Chaque camion portait une moyenne de 400 litres de carburant et de vivres pour 3 villages. Ces chiffres, recoupés par les services techniques du ministère, représentaient un record pour une mission sans escorte aérienne. L'économie du pays, longtemps paralysée, commença à respirer de nouveau. Les marchés locaux, évalués à seulement 25% de leur activité normale avant la mission, atteignirent 70% en moins d'un mois. Les analystes notèrent aussi une baisse de 40% des incidents armés dans le couloir Est. Non pas parce que les insurgés avaient disparu, mais parce qu'ils perdaient leur avantage psychologique. La route, jadis synonyme de mort, devenait symbole de circulation. Et quand une population recommence à se déplacer, c'est tout l'équilibre du pouvoir qui se renverse. Dans les villages traversés, les indicateurs sociaux suivirent la même trajectoire. Le nombre d'enfants scolarisés doubla en 4 semaines, passant de 3000 à 6200. La reprise des marchés fit bondir les échanges de produits agricoles de 52%. Même le prix du carburant, autrefois 4 fois supérieur à la moyenne nationale, tomba de moitié en 10 jours. Ces chiffres ne sont pas des miracles. Ils traduisent une méthode. Concentrer la force sur la continuité des flux, plutôt que sur la conquête ponctuelle des zones. En reprenant la route, Traoré ne cherchait pas la gloire militaire, mais un instrument de résilience. La victoire n'était pas seulement mesurée en kilomètres libérés, mais en repas servis, en lampes rallumées, en routes redevenues vivantes. Car la véritable donnée, celle qu'aucun tableau ne peut saisir, est celle de la confiance revenue. Sur 90 classiques, une nation a recommencé à croire en son propre mouvement. Le succès de Bogan-Mani aurait pu clore le débat, mais il l'a au contraire ravivé. 2 lectures s'affrontent depuis. La première, technocratique, affirme que la méthode d'Ibrahim Traoré n'est qu'une parenthèse militaire, une réussite isolée, née d'un alignement chanceux de circonstances favorables. La seconde, plus enracinée, voit dans ce corridor une preuve tangible qu'un État africain peut reconstruire sa souveraineté logistique sans tuteur extérieur. Les sceptiques soulignent que sécuriser 90 km n'équivaut pas à pacifier un territoire entier. Ils rappellent que la stabilité du Sahel dépend d'un enchevêtrement de frontières, d'alliances mouvantes, de pressions économiques et religieuses. Pour eux, la sécurité par corridor ne serait qu'une vitrine, efficace localement, mais incapable de durer. Leur argument repose sur l'épuisement des ressources humaines, sur la nécessité d'un soutien technologique qu'aucune armée isolée ne peut entretenir indéfiniment. Face à cette critique, les partisans de Traoré opposent des faits. Le modèle n'a pas seulement tenu, il s'est reproduit. En novembre, 2 nouveaux convois ont rouvert les routes de Dori et de Gorma, avec des pertes nulles et des gains économiques mesurables.
Les routes n'étaient plus des lignes de front, mais des veines régénérées. Chaque village raccordé créait un effet d'entraînement. Un marché rouvert, une école rallumée, une radio qui recommence à émettre. C'est cette capillarité, disent-ils, qui fonde la solidité du système. Entre ces deux visions, une vérité se dessine. Bogan Mani n'a pas tranché entre la guerre et la paix, il a déplacé le centre de gravité du pouvoir. En rendant la mobilité possible, Ibrahim Traoré a déplacé le champ de bataille vers la sphère civile, l'éducation, l'agriculture, la circulation des biens et des idées. La discussion n'est plus militaire, elle est politique. La question désormais n'est pas de savoir si la méthode fonctionne, mais combien de temps une nation peut garder vivante la route qu'elle a elle-même recréée. La route n'est plus un passage, c'est une promesse. Cette phrase, prononcée à mi-parcours par Ibrahim Traoré, résumait le tournant stratégique que vivait le pays. Ce n'était plus une campagne contre l'insécurité, c'était une reconquête du mouvement. À Serba, à mesure que les moteurs du convoi s'éloignaient, la rumeur d'un retour de l'État s'étendait comme une traînée d'étincelles. Des villages entiers rallumaient leurs marchés. Des écoles, fermées depuis 3 ans, rouvraient vite avec des pupitres bricolés et des cahiers réapparus par miracle. Même les radios locales, privées de courant, recommençaient à émettre grâce à l'essence livrée par les blindés. Lynx, lui, observait sans discours. Son uniforme couvert de poussière, il comprenait que cette victoire ne tenait pas à la force des armes, mais à la patience. Dans chaque regard croisé, dans chaque main tendue, il voyait renaître la certitude que le pays appartenait à ceux qui osaient encore avancer. Le convoi n'avait pas seulement libéré une route, il avait réanimé la croyance collective en un futur possible. Lorsque les camions du convoi atteignirent enfin la ville de Mani, la poussière rouge s'éleva comme une nuée d'encens. Il n'y eut ni fanfare ni discours, seulement des cris, des larmes et des bras tendus. Les femmes sortaient en quai des jarres d'eau fraîche. Les enfants couraient pieds nus autour des blindés. Les anciens observaient en silence, incrédules. Après des années d'abandon, Ibrahim Traoré avait rendu à ces terres la présence physique de l'État. Les conséquences furent immédiates. Du côté des agriculteurs, la réouverture du corridor signifia la fin de l'isolement. Les camions pouvaient à nouveau transporter les récoltes vers les marchés urbains. En quelques semaines, les ventes de maïs et de mil doublèrent. Les prix se stabilisèrent et les échanges reprirent entre villages naguère, séparés par la peur. Les paysans disaient que si la route a commencé à respirer. Quant aux commerçants, le renouveau fut palpable. Les entrepôts rouvrirent, les artisans reprirent le travail. Des convoyeurs civils commencèrent à suivre les patrouilleurs militaires pour livrer carburant, farine et outils. Une économie parallèle naissait, celle du courage organisé. La circulation devenait gage de stabilité, et chaque kilomètre regagné valait une victoire financière. Pour les habitants du quotidien, le changement était encore plus intime. Les écoles rouvraient leurs portes. Les dispensaires recevaient à nouveau des médicaments. Les pannes de générateurs diminuaient, et le bourdonnement des machines remplaçait peu à peu le silence des années d'attente. « Nous ne regardons plus derrière nous », confia une institutrice à un reporter local. « Nous regardons la route. » À l'échelle de la région, l'impact dépassait les frontières. Le Niger, le Mali et le Togo observaient avec curiosité ce modèle fondé sur la mobilité et l'autonomie. Les ministères de la Défense de ces pays demandèrent à étudier la doctrine de corridor sécuritaire d'Ibrahim Traoré. Le concept, simple et africain, semblait tenir tête à des décennies de dépendance sécuritaire envers les puissances étrangères. Mais les conséquences ne furent peut-être pas que matérielles. Une onde morale parcourut le pays. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés se sentaient acteurs de leur propre destin. Sur les murs de Mani, on pouvait lire une phrase écrite à la craie. « L'État est revenu sur des roues ». Cette formule, née d'un vieux professeur du nom d'Issa, devint le slogan officieux de la reconstruction. Ainsi, le corridor Bogan-Mani n'était plus seulement une route reprise. Il était devenu une métaphore nationale, une cicatrice transformée en veine vivante, où circulait à la fois le sang,
la volonté et la fierté retrouvées d'un peuple. 6 mois après la réouverture du corridor, le Burkina Faso se trouve à la croisée de 3 chemins possibles. Le premier, le scénario de base, serait celui d'une consolidation progressive. Les routes de Dori, Gorma et Djibo seraient sécurisées à leur tour, formant un réseau d'artères nationales contrôlé par les forces burkinabées. Les convois mixtes, civils et militaires, deviendraient la norme, et les marchés régionaux retrouveraient 40 de leur activité. Le pays resterait fragile, mais fonctionnel, avec une logistique interne capable d'assurer la survie des zones reculées. Le second, le scénario optimiste, verrait la doctrine d'Ibrahim Traoré s'étendre au-delà des frontières. Les États voisins adopteraient la stratégie de sécurité par mobilité, sous l'égide d'une coordination sahélienne inédite. Dans ce cas, le Burkina deviendrait un pôle de stabilité et de formation régionale. Les investissements reviendraient, attirés par une image de résilience africaine assumée. La population, regagnant confiance, impulserait un nouveau cycle de développement endogène. Agriculture modernisée, routes interconnectées, écoles sécurisées. Ce serait la preuve que la souveraineté peut se construire sur des fondations locales, sans dépendance extérieure. Mais le troisième chemin, le scénario de crise, guette encore. Si la pression sécuritaire se déplace vers les zones frontalières, si les ressources humaines s'épuisent, et si la coordination civile faiblit, le modèle pourrait s'essouffler. Une route négligée redeviendrait une cicatrice ouverte, rappelant que la paix du Sahel reste une flamme exposée au vent. Les groupes armés, dispersés mais non anéantis, pourraient exploiter la moindre faille logistique pour semer la peur à nouveau. Entre ces 3 scénarios, une seule constante, la route demeure la métaphore de la nation. Si elle reste ouverte, le pays avance. Si elle se brise, tout recule. C'est pourquoi Ibrahim Traoré insiste sur un principe. Ce que nous construisons aujourd'hui n'aura de valeur que si nous le faisons durer. La souveraineté n'est pas une conquête ponctuelle, mais un entretien permanent, kilomètre après kilomètre. Derrière les chiffres et les doctrines, ce sont des visages qui demeurent ancrés. Dans les villages traversés, on raconte encore le jour où la poussière des blindés annonça le retour de la vie. Un vieil homme montra à son petit-fils la route réparée en murmurant « C'est là que la peur s'est arrêtée ». Une enseignante, restée des mois sans salaire, rouvrit sa classe sous un toit de tôle, simplement parce qu'elle avait vu passer le convoi. Pour les citadins de Ouagadougou, souvent éloignés du front, cette mission a redonné une fierté collective. Ce n'était plus une histoire d'armée, mais une histoire de peuple. Le pays entier découvrait qu'il n'avait pas besoin d'attendre une aide extérieure pour respirer. Et dans les marchés de la capitale, on entendait une phrase devenue refrain. « Si eux ont marché à travers la peur, nous pouvons bâtir à travers la fatigue. » Ibrahim Traoré, figure jusque-là perçue comme distante, devenait un symbole plus humain, celui d'un dirigeant qui n'imposait pas, mais entraînait. Sa politique prenait chair dans les gestes simples, des routes rouvertes, des puits restaurés, des écoles rallumées. C'est cette proximité, plus que la puissance, qui donnait à sa stratégie son ancrage populaire. Chaque spectateur, chaque citoyen pouvait y reconnaître une part de soi, la volonté de ne pas subir. Et lorsque le pays entier vit la route de Mani illuminée la nuit par les phares des camions, beaucoup comprirent que cette lumière, vacillante mais réelle, symbolisait la souveraineté retrouvée. Pour que la doctrine de sécurité par la mobilité survive au-delà de l'exploit de Bogan Mani, Ibrahim Traoré a fixé une feuille de route en 5 axes. Première étape, institutionnaliser la méthode. Les bataillons rapides d'intervention deviennent des unités de corridor, dotées de moyens logistiques permanents. Chaque route vitale reçoit un commandement autonome, garant de la fluidité des échanges civils. Deuxième étape, former. Les vétérans de la mission, ceux du 19e bataillon, entraînent désormais de nouvelles recrues à la tactique de mobilité lente. Avancer peu, mais ne jamais reculer. Chaque jeune officier apprend à diriger sans distance, à l'image de Lynx et de Traoré. Troisième étape, intégrer les civils.
Les comités villageois participent à la maintenance des routes, à la surveillance et à la réparation des infrastructures. Ce modèle, déjà expérimenté autour de Cerba, a réduit de moitié les délais d'intervention sur les tronçons endommagés. Quatrième étape, mesurer. Un tableau de bord national suit les indicateurs clés, routes rouvertes, écoles actives, marchés restaurés, afin que chaque progrès reste visible. La transparence, outil de confiance, devient arme politique. Enfin, cinquième étape, transmettre. Des délégations du Mali, du Niger et du Togo ont déjà visité les bases logistiques du Burkina Faso pour reproduire ce modèle d'autonomie. Traoré le répète, une route n'a de valeur que si elle inspire d'autres routes. Cette planification n'a rien d'utopique. Elle transforme la victoire ponctuelle en architecture durable, celle d'une nation qui fait de sa mobilité son bouclier et de sa persévérance son identité. Le dernier soir à Mani, la lumière rouge du couchant enveloppait les véhicules stationnés. Les moteurs s'étaient tus, mais dans l'air flottait encore la tension des jours passés. Le capitaine Lynx, debout sur son camion, regardait la foule chanter autour du puits qu'ils avaient réparé. À cet instant, le silence eut la force d'un hymne. Ibrahim Traoré, resté à Ouagadougou, suivait les images transmises en direct. Son visage, habituellement impassible, trahissait une émotion rare, celle d'un homme voyant une idée devenir réalité. Là où jadis il n'y avait que des cratères, s'étendait désormais une route vivante, tracée par la volonté collective. Le pays n'était pas sauvé, mais il respirait de nouveau. Dans la poussière, un enfant leva un jouet de bois vers Lynx et demanda « C'est toi qui as ramené la route ?» Le capitaine sourit. « Non, petit, nous avons seulement ouvert le chemin. » Cette phrase, simple et droite, résumait l'esprit de toute une nation. Avancer sans attendre d'être sûr, croire sans garantie. Et quand la nuit tomba, le bruit des moteurs s'éteignit, remplacé par le murmure d'un peuple qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait plus peur du lendemain. La route de Bogan-Mani est désormais plus qu'un tracé d'asphalte. C'est un symbole. Là où les pneus ont écrasé la poussière, une idée s'est enracinée, celle d'un peuple qui avance sans attendre qu'on lui montre le chemin. Ibrahim Traoré n'a pas promis la victoire éternelle, mais il a redonné un verbe au pays. Marcher. Chaque kilomètre entretenu devient un serment renouvelé. Chaque camion qui passe rappelle qu'une nation se construit par la continuité, pas par les discours. Et au-delà du Burkina Faso, c'est tout le Sahel qui observe, cherchant dans ce corridor la preuve qu'une souveraineté partagée peut renaître par la volonté collective. Ce récit ne s'arrête pas ici. Il appelle à la vigilance, à la participation, à la mémoire. Si la route reste ouverte, c'est parce que quelqu'un, quelque part, continue de croire que la dignité vaut la fatigue. Alors que chacun regarde autour de soi et se demande « Quelle route suis-je prêt à maintenir vivante ?» Parce qu'au fond, la liberté n'est jamais donnée. Elle se garde en mouvement.